L'invasion de l'Ukraine en 2022, comment en est-on arrivé là? C'est le grand angle de ce vendredi 10 juin. Quand la nouvelle tombe le jeudi 24 février, c'est la sidération. La Russie envahit l'Ukraine, fonce sur Kiev et déclare une guerre totale à son voisin. L'émotion s'empare du continent européen et au-delà. Les motivations de Vladimir Poutine font l'objet de nombreuses spéculations. Alors comment en est-on arrivé là en 2022? C'est notre grand angle avec vous, Marc Endeveld. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste. Vous venez de publier aux éditions du Seuil Guerre cachée, les dessous du conflit russo-ukrainien sur les enjeux énergétiques, économiques et stratégiques de l'invasion de l'Ukraine. Et avec nous également notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir à vous aussi. Marc Endeveld, vous constatez que dès le départ, l'émotion sature le discours médiatique, je vous cite. Est-ce que c'est toujours le cas un peu plus de 3 mois après le début de l'invasion? Oui, ce qui est normal parce qu'on est dans une guerre hybride, une guerre de l'information de tous les côtés. Par ce constat, moi je voulais aborder mon enquête qui est sur justement les enjeux stratégiques et économiques derrière le théâtre d'opération militaire proprement dit. Et effectivement, ce que je souligne à travers le livre, c'est que la guerre en Ukraine n'est pas uniquement territoriale ou liée à la question du Donbass, comme parfois on l'a souvent dit en France notamment, n'est pas uniquement une question à résoudre vis-à-vis de ce qu'on appelait les accords de Minsk, mais c'est également dans les buts de guerre qui sont multiples du côté de Vladimir Poutine. On trouve effectivement la question de la démilitarisation de l'Ukraine et celle de sa volonté de mettre un coup d'arrêt à la volonté de souveraineté énergétique du président Zelensky, des Ukrainiens, tant au niveau du gaz qu'au niveau de l'industrie du nucléaire, qui est une industrie sensible, comme on le sait, parce que c'est à la fois une industrie donc civile, mais qui peut avoir des conséquences également sur le terrain militaire et stratégique. Alors on va démarrer là-dessus, puisque vous en parlez. Les enjeux énergétiques, le désir de la Russie de dominer l'Ukraine ne se traduit pas que par un conflit militaire, vous venez de nous le dire. Est-ce que l'énergie est utilisée comme une arme dans ce conflit ? Oui, mais d'une manière ancienne en réalité, parce que Vladimir Poutine, dans sa stratégie, notamment vis-à-vis des Européens, a toujours utilisé par exemple le gaz et ses exportations de gaz comme une arme, presque comme un chantage parfois. Il met, on va dire, en contradiction les différents Européens qui sont sur les questions énergétiques, et ça a été aussi la faiblesse des Européens sur le conflit. Ils ont sous-estimé cette arme ? Oui, mais surtout, ils ont sous-estimé leur division sur le sujet. C'est-à-dire, le problème des Européens, c'est que les différents États européens, notamment la France et l'Allemagne, ces dernières années, étaient extrêmement divisés sur les questions énergétiques. Est-ce qu'il faut faire du nucléaire? Est-ce qu'il faut faire du gaz? Sur le gaz, est-ce qu'on s'approvisionne en Afrique du Nord, par exemple, en Algérie, en Norvège, plus davantage sur la Russie? Ça, c'est des questions finalement qui n'ont pas été réglées. Pourquoi? Parce que les élites européennes, tant les dirigeants économiques que politiques, ont traité ces questions à courte vue, généralement, sur les petits profits d'abord, et pas sur une vision à long terme et stratégique. Alors Slimane, la question du nucléaire est au cœur de ces enjeux. Absolument, parce que les Européens mettent en avant l'idée qu'ils vont se rendre indépendants du gaz, du pétrole russe, et font tout pour cela. Ils l'annoncent tous les jours. En revanche, leur dépendance par rapport au nucléaire russe est passée sous silence, en ce sens que l'embargo qui frappe le pétrole et le gaz russe ne touche pas les importations d'uranium russe, et la Russie continue de fournir, jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas, continue de fournir du plutonium à des centrales nucléaires en Europe. Car il y a 129 réacteurs nucléaires en Europe, dans 14 pays, dans 56 rien qu'en France. Et justement, ma question, c'est cette dépendance par rapport au plutonium russe. L'uranium enrichi. Et l'uranium enrichi. Est-ce que si l'Europe pourrait peut-être un jour devenir indépendante du gaz et du pétrole russe, est-ce qu'une indépendance totale par rapport à l'uranium enrichi russe est envisageable ou même carrément réalisable? C'est très compliqué parce que ce que j'explique d'ailleurs à travers mon enquête, c'est que l'industrie nucléaire française, et on sait que le président Macron a annoncé une relance du nucléaire français, est en réalité
historiquement imbriqués avec l'industrie nucléaire ex-soviétique et russe. Et vous le montrez très bien dans un chapitre entier de votre livre. Tout à fait, et notamment par exemple sur le dossier des turbines Arabelle d'Alstom, qui a été l'objet de nombreuses polémiques. Le projet de l'Élysée, par exemple, de racheter ces turbines-là, personne, comme je le rappelle dans le livre, mais personne ne le rappelle, qu'en fait le plan de charge de l'usine de Belfort, qui appartient actuellement aux Américains, GE, est principalement russe, parce que c'est Rosatom, le groupe nucléaire russe, qui achète nos turbines. Donc ça, c'est un élément important. Mais ça concerne également les Américains d'ailleurs. 20% du parc nucléaire américain aujourd'hui, ces dernières années, leur approvisionnement en uranium enrichi pour leurs centrales provenait de la Russie. Alors ce que j'ai découvert à travers mon enquête, c'est que depuis maintenant 2-3 ans, les Américains se sont lancés dans une offensive concernant le nucléaire civil. C'est-à-dire qu'en fait, à bas bruit, ça a été très peu analysé, on a assisté au comeback des États-Unis sur le nucléaire civil, qu'ils avaient, entre guillemets, ils s'étaient éloignés des questions de nucléaire civil parce que justement, ils avaient considéré que c'était un secteur qui n'était pas suffisamment profitable. Et ces dernières années, on assiste en fait à un retour de la géopolitique et de la géostratégie dans la mondialisation du nucléaire également. Et concernant le dossier ukrainien, les Américains, comme sur toute l'Europe de l'Est, avec un groupe américain qui s'appelle Westinghouse, qui fait partie des grands groupes nucléaires américains, a petit avancé leur pion et a répondu également à une demande des Ukrainiens de s'autonomiser de plus en plus d'une manière importante à l'égard de l'industrie nucléaire russe. Ce qui a énormément mécontenté Vladimir Poutine, c'est ce qui explique également... Parce que les réacteurs ukrainiens sont russes. Voilà, alors parce que effectivement, les 15 réacteurs ukrainiens sont effectivement de conception soviétique, c'est des VVER, si j'entre dans le détail technique, de conception soviétique, et jusqu'à présent, en tout cas ces dernières années, et notamment depuis ce qu'on a appelé le mémorandum de Budapest de 1994, on en reviendra dessus. Qui est un moment clé dans... C'est un moment clé, je vais revenir dessus, mais jusqu'à présent, la plupart du combustible venait de Russie. Et depuis 2-3 ans, mais en fait depuis une dizaine d'années, petit à petit, le combustible des centrales nucléaires ukrainiennes a été fourni par Westinghouse et les Américains. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi, dès le départ, le 24 février, les forces spéciales vont sur Tchernobyl par ailleurs, mais ça c'est sur une autre question, mais surtout vont prendre le contrôle de la plus grande centrale nucléaire d'Ukraine, Zaporizhzhia, dans le sud de l'Ukraine, plus grande centrale nucléaire d'Europe, 6 réacteurs, 50% de l'électricité ukrainienne, effectivement. Qui n'est pas coupée, malgré qu'elle soit occupée par les Russes. Elle fonctionne, parce qu'en réalité... d'ailleurs Mais elle fonctionne à la fois parce qu'il y a une partie de l'énergie nucléaire électrique ukrainienne qui, en réalité, approvisionnait également la Russie. Donc il y avait également un enjeu de ce point de vue-là. Et que les Russes ont besoin de cette centrale également. Il faut savoir... Pardonnez-moi, pourquoi, parce que c'était une information de cette semaine aussi, pourquoi dans ce cas-là, l'Ukraine refuse que l'AIEA aille à la centrale de Zaporizhzhia ? Alors, sur le dossier... Là, je parlais du dossier nucléaire civil, mais bien évidemment, il y a un enjeu également de nucléaire militaire. Alors, je reviens au mémorandum de Budapest. Vous racontez dans votre livre que l'Ukraine, il y a des gens en Ukraine qui souhaiteraient que l'Ukraine redevienne une puissance nucléaire. Voilà, c'est ça. Ce qu'elle a été. Et ça fait l'objet également de tout le débat en réalité diplomatique et stratégique entre l'Ukraine et la Russie, mais également avec les Américains. Et malheureusement, les Européens, dans ce débat-là, sont plutôt absents, comme souvent. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe ? C'est que le mémorandum de Budapest, il faut se souvenir, tout le monde a oublié, mais l'Ukraine était, au début des années 90, à la chute de l'Union soviétique, disposait du 3e stock d'armes mondiales nucléaires. Bon, c'était des ogives soviétiques. Et il a été, autour de la table, les différentes puissances nucléaires se sont mis d'accord avec les Ukrainiens, mais également avec les Biélorusses et le Kazakhstan, de rapporter ces ogives nucléaires et ces armements à Moscou, sur le sol russe. C'est ce qui a été accepté par les Ukrainiens. En contrepartie, les puissances nucléaires, dont la Russie faisait partie, bien évidemment, s'engageaient à respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ce qui s'est passé avec la crise du Donbass et l'annexion de la Crimée en 2014, c'est une fragilisation totale du mémorandum de Budapest. C'est-à-dire que les Ukrainiens, d'un côté, ont dit que d'ailleurs le président Zelensky, le 19 février dernier, donc juste avant l'attaque russe, à la conférence de sécurité de Munich, le président Zelensky a fait le constat suivant:
nous n'avons pas cette arme, en parlant de l'arme atomique, mais nous n'avons pas non plus de sécurité. C'était un de ses projets aussi quand il a été élu. Il a parlé de nucléaire à ce moment-là. Oui, Zelensky a parlé de nucléaire à ce moment-là. En 2021, au plus fort de la tension militaire entre la Russie et l'Ukraine, je dis au plus fort parce qu'il y a un an, effectivement, il y avait il y avait déjà un regroupement des forces russes à la frontière avec l'Ukraine. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été peu rappelé. Et à l'époque, il y a une déclaration tonitruante qui a fait un petit peu polémique, mais de l'ambassadeur ukrainien en Allemagne, qui a dit, dans une interview en radio, à la radio allemande, qui a dit qu'il était peut-être maintenant le temps de réfléchir au statut non nucléaire de l'Ukraine. En gros, il ouvrait la porte à un retour de la question du nucléaire militaire en Ukraine. Alors moi, j'ai interrogé des spécialistes, notamment du nucléaire militaire, qui m'ont expliqué que pour l'instant, il n'y avait vraisemblablement pas de relance d'un programme nucléaire, notamment parce que le mémorandum de Budapest fait que l'Ukraine est signataire du TNP, le traité de non-prolifération. Mais dès 2014, il y avait déjà tous les signes de cette crise qui est en réalité déjà une crise nucléaire. Et Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, s'alarmait de la fragilisation de l'intégrité du régime de non-prolifération. Et on comprend donc que le nucléaire voilà pourquoi est un certaines but de sources guerre. affirment que les forces spéciales russes sont allées à Tchernobyl uniquement pour récupérer des matières qui pourraient servir à fabriquer une bombe sale. Oui, alors là, on est dans l'ordre... Ça reste à vérifier, évidemment. Là, on est dans l'ordre de l'invérifiable, que je n'ai Absolument. Élément que je n'ai pas pu vérifier dans Mais le ça vous paraît de mon plausible enquête. dans le contexte de l'enquête que vous avez menée? Quand on écoute Vladimir Poutine, parce que là encore, et parfois il dit beaucoup de choses, entre guillemets, qu'on analyse peu. 2 jours après la conférence de sécurité de Munich, où Zelensky fait ses déclarations tonitruantes, 2 jours après, Vladimir Poutine, dans sa déclaration télévisée où il reconnaît les républiques du Donbass, l'indépendance, eh bien, il dit très clairement dans ce discours-là qu'il pense que les Ukrainiens sont en train de relancer ou visent à relancer un programme nucléaire militaire. Les Américains contredisent immédiatement ces déclarations. Le New York Times explique que c'est une théorie du complot à ce moment-là. Mais on voit bien qu'il y a une crise de confiance, y compris sur cette question-là, entre Ukrainiens et Russes. Et c'est une crise de confiance qui, pour l'instant, n'est pas soldée et qui s'explique notamment parce que les Ukrainiens, qui jusqu'à présent avaient accepté la tutelle russe, notamment sur le cycle du combustible de l'uranium et des approvisionnements d'uranium où finalement l'industrie nucléaire ukrainienne civile était en fait de facto sous la tutelle russe, cette tutelle-là était de plus en plus contestée du côté ukrainien. Et donc là, de ce point de vue-là, d'une certaine manière, les Russes ont commis d'une certaine manière l'irréparable, c'est-à-dire la déclaration de guerre, en tout cas l'invasion, mais aussi pour cette question-là, issue d'une crise de confiance sur cette question de l'industrie nucléaire. Et on comprend à la lecture de votre... Ma question, c'est est-ce que c'est possible techniquement de se rendre indépendant de l'uranium enrichi russe pour les 129 réacteurs en activité en Europe? Ce sera le mot de la fin, rapidement. Cette question de la dépendance, effectivement, est complexe. Mais en plus, vous pointez un vrai sujet. C'est-à-dire qu'actuellement, même si les Américains ont relancé une activité d'approvisionnement en uranium enrichi, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas possible. Merci beaucoup, Guerre cachée, les dessous du conflit russo-ukrainien. On aurait pu parler aussi, c'est-à-dire dans votre livre, des enjeux économiques et stratégiques. Mais donc il faut le lire. Merci beaucoup, Marc Endeveld, d'être venu nous voir dans 64 minutes. Et merci, Slimane. Merci.